des énergies solaires. Elle ne devrait pas être contaminée par des énergies planétaires. L'âme, c'est comme un enveloppe. Vous avez un noyau au centre et vous avez un enveloppe. Puis un âme parfaite, c'est un âme qui a perdu toute l'énergie autour d'elle, le nuage, autour de son atome central. Puis elle perd ce nuage-là au fur et à mesure qu'elle avance, puis qu'elle avance dans l'évolution. Puis quand l'ego est rendu sur le plan de l'âme, là, qui est prêt à faire une union avec elle, il reste toujours un petit peu. Puis souvent, c'est l'orgueil qui reste. Puis pour que l'âme devienne totalement stabilisée dans son énergie, il faut que l'ego vive l'expérience de cet orgueil-là et que la réflexion de la vibration de l'âme dans l'ego devienne parfaite. Mais ça, il faut que l'ego en comprenne les lois. Les lois qui sont données à l'ego par les initiés ou directement par l'intelligence universelle permettent à l'ego éventuellement de réfléchir parfaitement cette vibration-là qui vient de l'âme. Et ça élimine complètement ce nuage autour de l'âme. Donc éventuellement, il reste seulement l'âme, le noyau. C'est là, à ce moment-là, que l'âme peut s'unir complètement à l'ego. Mais actuellement, si on écoute parler des mamans qui mettent au monde des enfants, les mamans, depuis 3 semaines, un mois, on cause de ça, les mamans se rendent compte que le bébé, dès sa naissance, en le mettant au monde, qu'il est imprégné d'orgueil, qu'il est imprégné, inculqué d'orgueil. Maintenant, si on remonte sur les plans de la guerre entre c'est-à-dire la difficulté qu'il y a eu entre le sombre et la lumière, c'est-à-dire la guerre satanique qui a environ 200 000 ans, nous provoque, je pense, la difficulté de l'orgueil à la naissance, et on la subit tous. C'est pour ça que je vous dis, l'ego n'est pas responsable de l'orgueil. L'ego qui s'incarne n'est pas responsable de l'orgueil parce que il vient au monde avec cette vibration-là. Mais l'ego a la capacité, éventuellement, au cours de sa vie, s'il se conscientise, de dépasser, de neutraliser complètement cette vibration. Et c'est lorsqu'il neutralise cette vibration-là que le joint entre l'âme et lui-même se fait pour que l'ego devienne esprit. Alors, l'ego vient au monde avec ça. On le voit dans les enfants, comme vous dites. Puis souvent, c'est pas corrigé. Puis on grandit, puis on l'a encore, cette vibration-là. Puis à un certain moment, cette vibration-là est amplifiée par notre spiritualité. Parce que la spiritualité de l'homme coïncide avec l'amplification encore de cet orgueil-là. Seulement, elle est changée de l'orgueil purement psychologique à un orgueil spirituel. Puis dans la conscientisation, dans l'union entre l'ego et l'âme, cette vibration-là doit être mise totalement à terre. Maintenant, vous parliez tout à l'heure d'ajustements à faire entre nous au niveau vibratoire concernant le développement, l'amoindrissement de l'orgueil. Mais chacun de soi, je pense, on a une vibration, envers les personnes qui nous tapent sur les nerfs, comment dire, qui nous cassent les pieds ou des choses comme ça, qui nous aiguisent l'orgueil ou puis encore qui nous accentuent notre orgueil. Pourquoi pas s'en séparer momentanément si les gens sur des vibrations? Pourquoi pas le faire à ce moment-là qui nous permettent d'améliorer nos vibrations chacun? Et puis après, on se retrouve ajusté ou avec des possibilités plus grandes de s'ajuster. Si vous vous séparez, c'est parce que vous n'avez pas le choix. Autrement dit, si vous vous séparez, c'est parce que vous n'avez pas la résistance de ne pas vous séparer. Mais encore, il y a des implications autour de soi parfois. Il y a toujours des implications. Il y a tout le temps des implications. Il y aura toujours dans vos vies des implications. Mais tout dépendra toujours de votre résistance. Jusqu'à quel point vous êtes capable de souffrir la vibration puis un autre. Alors, il y a un mécanisme là. Si vous développez la résistance, vous changez votre vibration, et le rapport entre l'ego et l'âme s'ajuste, et automatiquement, vous êtes capable facilement de tourner une vibration dans son opposé. Autrement dit, un ego qui rencontre un autre ego, si l'autre ego ne le voit pas, ne le comprend pas, ou s'il n'y a pas la sympathie vibratoire entre les deux égos, l'ego, s'il est conscient, suffisamment conscient, devrait être capable de changer la vibration de l'autre ego pour commencer à former un chemin d'amitié entre les deux. Ou un champ de plus grande sympathie entre les deux. Mais ça dépend toujours de l'ego. Parce que ça prend un grand détachement de l'ego, de sa personnalité,
pour être capable de manipuler suffisamment d'énergie mentale pour neutraliser l'émotion dans les rapports des personnalités. On a vu ce que je veux dire? Vous autres, vous appelez ça prendre sur vous-même, ou vous appelez ça mettre de l'eau dans votre vin. Vous appelez ça pas vous prendre au sérieux. Mais c'est pas facile. Mais comme vous n'êtes pas fusionné, c'est encore plus difficile. Si vous étiez fusionné, vous seriez forcé de vivre ça. Si vous étiez fusionné, vous seriez forcé de vivre une expérience qui choquerait votre orgueil pour amoindrir la vibration. Mais comme vous n'êtes pas fusionné, ils n'ont pas le pouvoir sur vous autres de le faire. Ils peuvent simplement le faire par le biais des personnalités ou des gens qu'ils rencontrent, mais vous avez toujours le libre arbitre de vous séparer de la situation. Tandis que fusionné, vous n'avez pas le libre arbitre de vous séparer de la situation. Vous êtes obligé de le vivre en silence, de le vivre intérieurement. C'est ça la réponse à votre question ou à votre proposition. Un homme qui n'est pas fusionné a toujours le choix de retarder son évolution, de ralentir son évolution. Donc, quand tu es fusionné, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'aller dans le feu, puis cligner à patente. C'est pour ça que je vous explique les mécanismes pour vous faire réaliser l'importance de certaines choses entre vous autres, pour que vous puissiez former des alliances réelles, stables, qui perpétuent sur le plan humain la conscience universelle. Mais chacun doit quand même vivre ses vibrations. Chacun ne peut pas faire autrement que vivre ses vibrations. Mais ça le... Comme vous avez mentionné il y a 15 jours, 3 semaines, les vibrations sont quelque chose d'intouchable, de juste. Les vibrations sont quelque chose d'intouchable, mais la couleur de la vibration n'est pas parfaite. Tant qu'il n'est pas fusionné. Tant qu'il n'est pas de plus en plus ajusté. Une personne n'a pas besoin d'être fusionnée pour être conscient. La fusion, c'est un outillage de la personnalité. La seule raison pour laquelle un homme est fusionné, c'est pour qu'il serve d'outil parfait à la lumière. Un homme n'a pas besoin d'être fusionné. La fusion, ça fait partie de l'évolution. Ce qui est important, c'est la conscience. La conscience est le résultat de l'ajustement des corps graduellement au fur et à mesure que le rapport entre l'ego et l'âme de la personnalité s'ajuste. C'est sans importance, cette fusion. La conscience, c'est le prime important. Alors, si quelqu'un est pilote automatique et qu'il reçoit des vibrations, il faut qu'il les suive. Il ne peut pas faire autrement de les suivre, seulement que elles sont toujours colorées jusqu'à ce temps qu'elles se décolorent, puis 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 se décolorent. C'est pour ça que je dis, vous avez toujours raison, mais votre raison n'est jamais parfaite. Vous avez toujours raison. Alors, automatiquement, deux personnalités qui réalisent qu'ils ont toujours raison, implique qu'une personnalité prend l'autre objectivement, même dans son imperfection. Sans ça, si vous avez des personnalités qui sont trop opposées dans leur vibration, dans la coloration, au lieu de former des alliances, vous allez former des rapports opposés. Ce qui va contre la conscience. La conscience unie et ne divise pas. Puis il dit, vous pouvez tout rationaliser les situations entre votre personnalité et l'autre personnalité. Mais rationaliser, qu'est-ce qu'il répond dans la rationaliser? Il n'y a absolument rien. Absolument rien. C'est le jeu de l'ego. Hein? C'est? Ah, c'est ça. Ça crée des situations, ça crée. Qu'est-ce qui fait que l'âme perçoit qu'elle est imparfaite? L'âme connaît son imperfection et l'imperfection de l'âme est vécue par l'ego. Est-ce que ça veut dire que l'ego l'a Si subi? l'âme connaît son imperfection, L'ego l'a subi. Mais l'ego peut vivre l'imperfection de l'âme. Ça, c'est bien intéressant, cette question-là. L'ego peut vivre l'imperfection de l'âme. Bon, on va l'expliquer de l'autre.
L'âme devient parfaite lorsque l'ego est sur son plan. Quand l'ego est sur le plan de l'âme, et que l'âme que l'ego, par incarnation, peut descendre, à ce moment-là, l'âme est parfaite. C'est-à-dire que l'âme n'a plus rien à apprendre. Alors, quand l'âme n'a plus rien à apprendre, l'ego n'a plus d'expérience à faire. C'est vrai? C'est ça qui fait que l'ego a une âme parfaite. Mais il dit que c'est pas important que l'ego ait une âme parfaite. Ça fait partie de l'évolution de l'âme. Ce qui est important, c'est que l'ego soit ajusté à l'âme. Plus l'ego est ajusté à l'âme, plus l'âme se manifeste dans l'ego d'une façon parfaite. Même si elle n'est pas parfaite. Vous mentionnez? Ok, continue. Quand l'âme est parfaite, elle fusionne avec l'ajusteur de pensée. Il y a une ici. Mais ma question est pas. Tu sais que l'ajustement entre l'âme et puis l'ego, là, ça arrive à une perfection, ça c'est correct. Mais comme nous autres, actuellement, nous a donné des clés pour l'évolution de notre ego, si on veut le dire. On peut dire que l'âme fait L'ajustement de l'ego. Ouais, fait des expériences avec l'ego. Mais qu'est-ce qui fait que l'âme s'aperçoit qu'elle est imparfaite? L'âme, elle le sait. L'âme, elle le sait. L'âme, elle le À ce sait. moment-là, ça veut dire que si elle le sait, elle a une perfection. Parce que pour le savoir, quand on est dans le savoir, ça veut dire à ce moment-là qu'il y a une perfection. Quand on dit que l'âme le sait, quand on dit que l'âme sait si elle est parfaite ou non, ce qu'on dit, c'est que l'âme connaît son degré d'évolution. Ouais. Alors, l'âme connaissant son degré d'évolution, elle agit en relation avec l'ego selon son degré d'évolution. Puis au fur et à mesure qu'elle évolue, elle devient de plus en plus parfaite. Quand elle est parfaite, à ce moment-là, l'ego devient un être descendant, c'est ainsi de suite. Okay. Mais, ce qui est important, c'est le rapport entre l'âme et l'ego. Il faut que l'ego en arrive à être suffisamment conscient de l'âme pour pouvoir vivre sur le plan matériel ou sur le plan intérieur d'une façon de plus en plus harmonieuse avec l'âme. Puis il est là le jeu. Une fois que c'est atteint ça, l'ego peut subir l'ouverture du troisième œil pour travailler sur des plans éventuellement de plus en plus hauts. Parce que les âmes n'ont pas toutes le même niveau d'évolution. Si on parle de temps, pour être graphique, pour que ton âme atteigne mon degré d'évolution de mon âme, faut que ton âme passe par des phases d'évolution. Quand ton âme aura atteint les phases d'évolution, si elle désire atteindre, parce que mon âme est ambitieuse. Ça a de l'ambition, une âme. Alors, mon âme est très ambitieuse. Alors, quand ton âme aura atteint des phases d'évolution suffisantes pour pouvoir se manifester en dehors de la phase, en relation avec l'ego, ben à ce moment-là, ton ego sera suffisamment évolué pour faire cette expérience-là. Mais le point n'est pas là. Le point est que ton ego et ton âme soient de plus en plus unifiés. Parce que là, la grandeur de l'âme, ou la joie de l'âme, la perfection de l'âme, c'est une chose qui n'arrête pas. L'âme, ça se perfectionne tout le temps. L'âme, quand l'âme est arrivée à un point où elle n'a plus de faille, elle commande sur le plan matériel pour construire. Mais quand elle a de la faille, elle ne peut pas construire sur le plan matériel. Elle peut simplement faire l'expérience du plan matériel. Mais quand l'ego est suffisamment évolué sur le plan de l'âme, à ce moment-là, l'âme peut s'unir avec l'ego pour que l'ego puisse travailler créativement sur le plan matériel selon la perfection de l'âme. Et la perfection de l'âme est toujours en relation avec l'ajusteur que tu possèdes. Parce que l'ajusteur a pensé, plus l'ajusteur a pensé à de l'expérience,
plus son expérience va être parallèle avec l'âme qu'il choisit de diriger à son évolution. De là, la différence en intelligence de deux âmes manifestée à travers le ego. Oui. Mais rendu à ce stage-là, les valeurs comparatives n'existent plus entre deux âmes. Ce qui existe entre deux âmes, ce sont des stages d'évolution. Et ce qui est important pour ces deux âmes-là, c'est la conscience de l'ego, de l'âme. Je te donne un exemple graphique. Tu prends deux femmes, l'une qui est belle, puis l'autre encore un petit peu plus belle. Mais celle qui est belle, elle peut être aussi heureuse que celle qui est un petit peu plus belle. Comment tu veux dire? Ouais, vous avez dit. Celle qui est un petit peu plus belle est plus parfaite dans son corps que l'autre. Mais les deux sont heureuses pareil. Pas tiré. Bon, mais les deux qui sont heureuses pareil, ça c'est l'ange. Une qui est plus parfaite que l'autre, c'est la perfection. Puis là où les deux sont heureux, c'est parce qu'il y a une harmonie entre l'ego et l'ange. Si t'es heureux, tu es heureux. Si t'es heureuse, toi, si t'es bien dans ta peau, moi je suis bien dans ma peau. Ton bien dans ta peau est aussi grand que mon bien dans ma peau. Vois-tu ce que je veux dire? Oui. Comme mon âme soit plus évolué que la tienne, ça va aller. Mais si t'es bien dans ta peau, puis moi je suis bien dans ma peau, c'est universel, ça fait. On est tous les deux bien dans notre peau, c'est pareil. Puis c'est ça qui compte, il dit. Elle est tout. État d'âme. Exactement. L'état d'âme. C'est l'état d'âme qui compte. Et non la perfection de l'âme. La perfection de l'âme, c'est l'âme, elle se perfectionne, elle se perfectionne, elle se perfectionne, elle se perfectionne. Mais l'état d'âme vécu par l'ego, c'est ça qui est important pour l'âme. Qu'est-ce que ça me sac, moi, que mon âme soit plus parfaite que l'autre? Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne un petit d'argent, ça me donne un petit d'argent ou du support matériel. Ça m'aide seulement quand je bénéficie de cette perfection-là. Mais ça implique que mon ego soit ajusté vibratoirement à elle pour avoir ce que j'ai là, pour que j'aie ce que je veux. Mon âme soit parfaite ou un petit peu moins parfaite, sans ligne, mais si l'union entre moi et mon âme est grande, puis ça donne que mon âme est évoluée, ben, tant mieux, tout va. Je peux faire plus de choses, je peux être plus créatif, je peux être plus en mouvement, je peux découvrir plus, je peux comprendre plus vite. Tu comprends? Mais mon bien dans ma peau, puis ton bien dans ta peau, c'est le même bien dans l'autre. Dans la même égalité. Ça te dérange pas, toi, que je sois plus capable que toi de parler? Tu vois, ça t'enlève rien. Si t'es encore bien dans ta peau, là, ça te dérange. Là, tu dirais, comment ça se fait que moi, je suis pas aussi fin que lui, tu sais? Ça, c'est l'ego, ça. L'intellect. En fait, il parle, moi, je parle pas. Ça, c'est lui. Mais quand t'es bien dans ta peau, moi, je suis bien dans ma peau, à ce moment-là, on est bien tous les deux. Puis au niveau de nos égos, on peut avoir du fun sur le plan matériel. Quelle que soit l'évolution de nos âmes respectives. Okay. Mais l'objectivité de conscience entre les hommes qui se conscientisent, c'est un aspect inexorable de l'évolution de la personnalité, de l'ego et de l'âme. Puis ça va tellement loin, là, je veux faire qu'une période de 20 ans, d'une génération. Là. Ça va tellement loin que dans les années qui viendront, les hommes qui sont reliés dans la formation de l'axe entre l'âme, l'ego et la personnalité, qu'ils viennent de n'importe quel pays du monde, ils seront un. C'est pour ça qu'ils disent à ce moment-là que l'homme formera une société mondiale anonyme. Et que ces hommes-là, à ce moment-là, lorsque le temps sera prêt, formeront des cadres de la science. Fait qu'il est bien important le principe de l'objectivité de conscience. Puis c'est pas avec les gens avec lesquels vous avez des alliances faciles que ce travail-là se fait. C'est avec ceux avec qui vous avez des alliances difficiles. Parce que l'âme est bien plus intéressée au conflit de personnalité que vous vivez, vous autres,
que les alliances faciles que vous avez entre vos personnalités. En vos personnalités où il y a l'alliance facile, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de travail à faire. Soit que le travail a été fait ou qu'il n'y a pas de travail à faire. Mais c'est où il y a du travail à faire que l'âme s'implique le plus. C'est là que l'importance de la compréhension du principe d'objectivité de vos consciences en relation avec la conscience d'un autre est fondamentale. Ben, Pour ça que je prenais, je vais parler de mes chums, étant plus jeune. Moi, avec ma sensibilité, je prenais beaucoup des tas. Du monde pas possible, au bout. Ils caractères de vie. pour souffrir plus. Comme. Ouais, ça marche. Je veux comme on dit traiter. Je vais pas rencontrer. On va pas raconter de lui, moi. Mais là, tu peux en rencontrer, puis à ce moment-là, c'est une autre expérience. Parce que si tu avais rencontré des doux quand tu étais jeune, puis toi, tu avais été douce, vous auriez rien fait. Ouais. Il y aura pas, vous n'auriez pas grandi, ni toi, ni eux autres. Ou eux autres n'auraient pas servi d'outils dans ta vie. Parce qu'ils ont servi d'outils. Fait que ce qui est arrivé, c'est que émotivement, ils t'ont tout enlevé. Ils t'ont brisé émotivement. Fait que quand on s'est rencontrés, tu étais tellement brisé émotivement que tu sentais la chaleur dans ta colonne vertébrale qui était prédestinée à changer toute ta personnalité de façon rapide. Fait que ça, c'était nécessaire, c'était essentiel. Mais on comprend pas toujours pourquoi est-ce qu'on rencontre telle personne. C'est ça. Je viens de comprendre. Mais est-ce que ces personnes-là ne sont pas placées sur notre chemin, malgré nous autres, ils sont placés par eux? Parce que je me rappelle, à mon séminaire, vous avez eu une taquinerie qui vous a fait sourire, parce que j'avais des gens autour de moi pour me briser continuellement. Et c'est pas ce qui arrive un peu à chacun d'entre nous, d'avoir des gens placés comme ça autour de nous pour nous briser. Il n'y a pas un homme dans la vie, dans notre expérience, qui n'est pas là pour une raison. Soit pour nous briser ou pour nous autres, on le brise, les deux. Un des deux. Il y a toujours un jeu. C'est une question de brisage, détruire. C'est une question d'expérience de l'âme. Jusqu'au moment où vous êtes conscientisé. Quand tu es conscientisé, à ce moment-là, comme tu n'as plus besoin de ça, puis qu'il y a une union entre ton ego et l'âme, tu sais ce qui se passe, à ce moment-là, les gens dans ta vie qui sont susceptibles de te briser, d'abord, ils peuvent plus te briser, fait qu'il n'y a plus de travail. À ce moment-là, tu les mets de côté. Qu'est-ce que vous entendez par les mettre de côté? Seul psychiquement. Parce que t'as plus besoin. Qu'est-ce que j'ai de besoin de me faire casser les pieds? D'abord, je peux pas me faire casser les pieds. Fait qu'automatiquement, soit que je casse les plats, ou non je me retire, puis comme je suis plus en initiation, mais j'ai plus de plats à casser, j'ai rien qu'à parler du monde. Fait que je me retire, puis je vis une petite vie bien tranquille, puis je suis bien. Mais, tant qu'on n'est pas arrivé à ça, tant qu'on n'est pas arrivé à la nécessité de cette compréhension-là, mais les gens qui sont dans la vie sont là pour une raison. Puis quand l'union est assez grande, puis qu'on comprend ce qui se passe, puis qu'il y a une liaison entre l'âme et l'ego et la personnalité, à ce moment-là, on n'a plus besoin de ça. Les autres appellent ça des mauvais âmes. Ben, tu te dis ça. C'est pour ça que je disais à les séminaires, c'est en ville que vous allez évoluer. Pas en dessous des arbres, en campagne, près d'une rivière. C'est pas le temps. Quand tu t'en vas en campagne sur un arbre près d'une rivière, c'est parce que tu n'as plus de travail à faire. Là, tu peux prendre ton temps. Puis relaxer dans l'ombre de l'arbre. Pas avoir ça. Sans ça, c'est de la spiritualité puis de l'évasion. Tu limites ton expérience. Tu limites ton expérience, effectivement. Quand on parle j'ai déjà entendu certaines personnes dire que telle personne avait une vieille âme, puis l'autre une âme jeune. Est-ce que l'âme qui est jeune, c'est une âme qui est dépourvue d'expérience par rapport à l'autre? Ou, Si vous voulez employer le terme vieille âme ou âme jeune, ça décrirait justement ça. Il y a des âmes qui ont plus d'expérience que d'autres. Puis
Puis l'ajusteur de pensée est toujours en relation avec l'âme, parce qu'il y a un rapport direct entre l'ajusteur de pensée et l'âme. Un ajusteur de pensée qui a pas beaucoup d'expérience, mais il va aller vers un âme qui a pas beaucoup d'expérience. Un ajusteur de pensée qui a beaucoup d'expérience, mais il va aller vers un âme qui a beaucoup d'expérience. De là, la différenciation de l'intelligence des âmes manifestées par l'ego et donnant sur le plan humain une psychologie différente, une philosophie différente, une vision différente, plus grande. Est-ce qu'on peut changer de... Comme on change d'étape, est-ce qu'on change d'ajusteur de conscience ou si... On n'a pas de raison de changer d'ajusteur de conscience. Les ajusteurs de pensée sont des êtres parfaits. Mais il y en a qui ont plus d'expérience que d'autres. Si on change de palier, les autres aussi? En même Les autres avancent tout le temps. Jusqu'à temps qu'il y ait une fusion des autres et nous autres. Il dit qu'il y a une différence entre un président d'une petite compagnie et un président d'une grosse compagnie. C'est deux présidents. C'est le salaire. Il dit c'est un petit peu de Le même. salaire qui est différent. C'est la jouissance de l'État qui est différente. En fait, je reviens donc à ma question de tantôt. C'est-tu dit que c'est l'âme qui arrive un peu, que l'ego, lui, rien. À ce moment-là, c'est l'ego qui subit l'imperfait de l'âme? L'ego subit toujours l'imperfection de l'âme. Tout le temps. J'avais dit c'est l'ego qui aide l'âme à évoluer, parce que C'est l'ego qui aide l'âme à évoluer. pour que l'âme puisse se réfléchir dedans, faut qu'il Exactement. 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 Si l'ego vide, non, mais pas, regarde ça, on est africain. Si l'ego cesse de vibrer, allez, c'est clair. Ça va ensemble. Tout le temps ensemble. Voilà, c'est ça que j'ai demandé. Tant l'ego, c'est pas seulement qu'un cobaye dans cette affaire-là. L'ego, c'est la partie de l'homme la plus individuelle. L'ego, c'est la partie de l'homme le plus près de sa personne. Mais c'est pas lui qui sert de trait d'union entre personnalité, âme et ajusteur. C'est juste. C'est le trait d'union. Si trop fort, c'est bien. Plus ou moins perfectionné. Finalement, c'est le rôle à quoi l'enfant est destiné. Autrement dit, établir un trait d'union entre... parce que tu disais tout à l'heure qu'un enfant, naturellement, est sur le pilote automatique. Lui, il faut qu'il en arrive à conscientiser qu'il est sur le pilote automatique. Ouais, mais il perd la conscience de ça. Puis éventuellement, il prend les guides. À 7 ans, il prend le manuel. Ouais. Ça, c'est avec la... L'enfant, il est sur le pilote automatique réellement, là, de 1 à 3 ans. Il est sur le pilote automatique. D'abord, il pense pas. Pour ceux qui commencent à penser, ils tournent dans le manuel. Là, on y en met du manuel. Puis on y enseigne le manuel. Puis on parle du libre arbitre quand on est bien jeune, hein? À 7 ans, il commence à parler de la raison, libre arbitre. Autrement dit, l'ego sert d'instrument à l'âme. L'ego, c'est le véhicule de l'âme. C'est pour ça que je dis souvent que les gens cessent de se considérer, que les hommes cessent de se considérer petits. Puis il faut que l'âme réussisse à donner l'instrument à l'ego pour qu'elle puisse fusionner. Faut que l'âme réussisse à faire que l'ego se voit d'une façon parfaite dans elle. Ah. Voilà, c'est ça. Quand l'ego se voit d'une façon parfaite dans l'âme, à ce moment-là, l'ego est parfait. C'est-à-dire, ça c'est intéressant. Ça. Il dit que quand on dit que l'ego est parfait, ça veut dire que l'ego n'a plus à se combattre. Quand l'ego n'a plus à se combattre, il est parfait, ça veut dire qu'il y a un équilibre entre l'âme et l'ego. Il n'y a plus à se combattre. Il n'y a plus de combat intérieur, l'ego. C'est là qu'on dit qu'il est bien dans sa peau. Il souffre plus. C'est à ce moment-là que l'énergie passe sans arrêt. L'énergie passe sans arrêt. L'ego est dans son plan vital. Puis, Rien de trop bon. ouais. Puis à ce moment-là, il n'y a rien de trop beau. Tu viens de dire quelque chose que tu comprends pas. Oh oui. Quand il dit que tu viens de dire quelque chose que tu comprends pas, tu veux dire que tu viens de dire quelque chose qui a des conditions dans le temps énormes. Implication. Énorme, des implications. Énorme. Énorme. Qu'est-ce que tu dis? Il n'y avait rien de trop bon. Qu'il n'y avait rien de trop beau. Moi, je sais ce que ça veut dire. Toi, tu peux le sentir, mais moi, je sais ce que ça veut dire. Moi, je le dis toujours, mais là, Ah. je sais pas, je fais comme toi, ça va. Je fais des bonnes chez Ouais, ouais. Puis le premier aspect de ça, la première manifestation de ça, c'est l'immortalité.
C'est le début. L'immortalité, c'est la première étape de la réalisation de l'ego qui vient de trop. C'est le début de l'expérience. Sais-tu qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, ce que ça implique ne pas pouvoir mourir? C'est toute une liberté. C'est comme si le temps t'appartient. Vous dites, Bernard, ne pas pouvoir, plutôt que ne pas être obligé. Non, ne pas pouvoir mourir. Tu peux plus mourir. Enfin, même si tu veux, tu ne peux plus. Rendu à ce stage-là, tu meurs quand tu veux, mais c'est plus de la mort. OK. C'est un changement de vibration pour aller sur un plan de vie supérieur. Faut que tu meurs plus. Mais si tu meurs plus, ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement un plan de vie supérieur. C'est pas un plan de vie, c'est pas sur tous les plans de vie. Tu changes C'est de pas une monde. vie sur tous les plans. C'est une vie sur... Plus tu changes de... Au fur et à mesure que tu changes de plan, tu changes de vie. Parce que tu montes vers des mondes de plus en plus parfaits. Ouais, mais ça veut dire, si ben là, je sais pas, pour résumer, pour essayer d'éclairer ma question, donne-y, par exemple, des chiffres, disons, donc, tu vas avoir des plans de vie de 1 à 10. Si c'était sur le plan 6, ce qui veut dire que tu peux peut-être pas aller sur le plan 7 sans une certaine évolution, mais tu peux aller au plan 5 pour remonter au plan 6. Ouais, tu peux aller au plan 5, au plan 4, au plan 3, au plan 2. Comme tu veux. Ouais. Ça veut dire à ce moment-là que si tu ne meurs plus, t'es donc en haut, que tu peux toutes les faire. C'est ça. Bon, ben. Non, T'es tellement libre. Ouais. Il n'y a aucune restriction. Tu sais, quand t'as plus de restriction, Mais si tu descends vers le bas, faut que tu prennes un corps physique. c'est pas si tu descends trop bas, il faut que tu prennes un corps physique. Mais même ton corps physique est parfait. Ben, je veux dire, même dans ton corps physique, t'es parfait. T'es parfait dans ton corps physique. Ton corps physique peut être imparfait, mais t'es parfait dans ton corps physique. Mais oui, parce que ton âme est parfait. C'est ça. Ton corps physique sert simplement à telle chose, telle chose. C'est ça. Quand t'es rendu sur un plan, c'est parce que t'as expérimenté tous les aspects des autres plans. ça donne rien d'autre. Quand t'es rendu sur un plan, Moi, mettons, je suis rendu sur le plan 7, c'est parce que t'as expérimenté tous les aspects des autres plans. c'est ça. Qu'est-ce que ça te donne de revenir? Ça dépend. Ça dépend. Des fois, soit tu veux corriger un aspect de l'évolution, soit que tu veux réorganiser un aspect de l'évolution. Parce que quand tu travailles sur les plans, quand tu travailles dans le monde de l'esprit, tu travailles pas avec des bottes et des marteaux. Hein? C'est dans le domaine de l'esprit que c'est. Le travail, l'esprit prime. Tout est esprit. Qu'est-ce qui est plus puissant que des idées? Connais-tu? Connais-tu quelque chose de plus puissant que les idées? Les idées sont à la base des hier, sont à la base de les idées. Qu'est-ce qui est plus puissant que l'idée? La pensée. Le chat. C'est le produit de la pensée, l'idée. Il n'y a rien de plus puissant que l'idée. Quand ils disent que, je sais pas si c'est Voltaire qui disait ça, que la plume est plus dangereuse que l'épée, plus puissante que l'épée. C'est juste. Le mot. Ce que tu fais avec des mots, le verbe. Rendu à ces plans-là, tu seras à ce niveau-là. Tu seras au niveau de l'esprit. Mais Le matériel, les bottes, les vis, c'est rien que la concrétisation de l'idée dans la matière. Tu peux concrétiser la matière à partir d'une forme dans l'éther, que la matérialiser, c'est encore plus puissant, encore, et ainsi de suite. vous êtes opposé aux missions, aux missionnaires, mais l'âme qui décide sur un plan, mettons 7, et revenir sur un plan 5, en supposant pour faire une correction ou une amélioration, à ce moment-là, c'est pas un genre de mission? Je te posais au mot mission parce que le mot mission contient dans l'esprit de l'homme une émotion de personnalité. Et toute émotion de personnalité retarde l'évolution de l'homme parce que l'ego doit se détacher totalement de sa personnalité pour que la personnalité serve à l'esprit. Non, le Je mot aussi, je suis anti-mot. Je suis anti-mot. Tous les mots impliquent une émotion. Quand les hommes y parlent, parce que les hommes ont de l'émotion. Si vous n'aviez pas d'émotion, vous ne pourriez pas employer le terme mission. Parce que le terme mission, en soi, implique l'émotion. Ben. Alors, ce que vous faites, c'est que vous sectionnez le mot. Moi, au lieu de dire... si quelqu'un me demandait, avez-vous une mission sur la Terre, je dirais... je le reformulerais d'une autre façon. Je dirais, je fais ce que je fais. Ou le mot correction, Hein? amélioration. Si la personne dirait quoi? Non, le mot amélioration ou correction. Non, je dirais pas j'améliore. Parce que ça implique une émotion
Ça implique un Ça processus implique d'augmentation, de changement qui relève d'un pouvoir de la personnalité. Ça sera bien compris. Les gens automatiquement développeraient un culte de personnalité. Donc, si tu parles de Vous pouvez pas me destruction. prendre des mots. Parce que chaque fois que vous employez un mot, c'est pas le mot ou la forme du mot que je saisis, c'est la vibration. Si vous étiez conscient, si vous étiez mental, parfaitement mental, puis vous me disiez, M. Bernard, vous avez une mission, c'est quoi? Là, je vous parlerais dans ce cadre-là. Mais il n'y aurait pas d'effet personnalisant. Souvent, je parle à ma femme, par exemple, ou je parle à des amis. Il n'y a pas... Ils comprennent ce que je veux dire. Fait qu'ils seront pas pris dans la fête de la mission. Fait que là, je suis libre d'employer ta mission si je veux. Mais je le ferai jamais dans un public. On devient tous des missionnaires. Sans ça, on devient tous des missionnaires. Puis chaque fois que vous employez des mots avec moi, c'est inévitable, je vide. Je fais le courage. Mais je me laisse jamais prendre dans vos mots. Fait que si vous mettez des étiquettes, moi, ils détruisent nous. Même si ils sont bien beaux. Parce que la forme, jouer le jeu de la forme à travers l'émotion de votre personnalité. Puis comme ça fait partie de mon travail de transmuter l'énergie de l'émotion pour l'amener au niveau d'un mental, automatiquement, je vais aller faire le mot, puis je vais en employer un autre, pour tout vous créer dans votre esprit un petit... Soit un doute, ou une question, ou un lapsus, ou quelque chose. Je vous donnerai pas de réponse. Une ambiguïté quelconque. Une ambiguïté, là. Maintenant, il y a une femme qui m'a dit que à la télévision, moi je l'ai pas vu, mais elle dit que vous aviez mentionné que des entités seraient détruites. Oui. Puis elle n'est pas d'accord avec ça. C'est son droit. Je comprends, mais parce que d'après la Bible, là, il n'y a pas d'âme de détruite. Elle dit que c'est pas juste. C'est son droit de penser de la façon qu'elle Mais ça sert à quoi toutes les souffrances de la terre si après ça, il n'y a plus rien? Il y a toujours quelque chose. Il pourrait rester un homme sans terre, il y aurait quelque chose. Un homme sur la terre, conscient, peut reconstituer toute une civilisation. Mais les autres ne sont pas nécessairement détruits, ils peuvent être sur d'autres plans. Il y a des âmes qui ne peuvent plus évoluer. Alors, elles doivent être détruites. L'homme ne veut pas voir ça, ne veut pas croire ça, ne veut pas accepter ça parce que l'homme a de l'émotion. Et l'homme donne de la valeur à la personnalité de l'âme et l'âme n'a pas de personnalité. C'est juste parce qu'elle n'est pas capable d'aller plus loin. Elle veut pas. Elle a eu sa chance, mais C'est parce que nous autres, en tant qu'hommes, on pense. Puis en pensant, on crée une forme quand on essaie de penser de quelque chose. Et si on essaie de penser à l'âme, on donne une forme, on est obligé de donner une forme à cette pensée-là. Puis l'âme, c'est pas le même méthode. L'âme, c'est de l'énergie. universelle. C'est de l'énergie universelle. Bon, si on a la même âme, elle n'a pas d'affaire à être détruite. Si on a la même âme, Ouais, qu'est-ce qu'il y a on la fait même âme? partie du même courant. À un moment donné, dans l'évolution, là, on va être sur la même substance ou courant, ou je sais pas quoi. On participe à la même énergie. Oui. Alors, si on est sur la même énergie, pourquoi est-ce que ça serait détruit? On est tout pareil au même? On participe à la même énergie pourvu que l'âme évolue. Qu'elle se rende là. Ben oui. Faut que l'âme évolue, faut qu'elle se perfectionne, l'âme. Si elle se perfectionne là, pas elle ne sert plus. Si elle sert plus, elle est détruite. Que l'homme aime ça ou que l'homme aime pas ça à cause de ses émotions spirituelles, c'est son problème. Vous avez rien qu'à parler avec eux autres, ils vont vous dire que ça se détruit, l'âme. C'est plusieurs chances. Elle a toutes les chances, l'âme. Toutes. C'est quand elle veut plus. Quand l'âme est détruite, c'est parce qu'il est absolument impossible pour elle d'évoluer plus loin. Une âme, par exemple, qui est trop liée, qui est trop imprégnée de magie noire, à un certain moment, elle ne peut plus évoluer. Elle vous le dit. Combien ça peut prendre de milliers d'années? Ça dépend de l'âme. Ça peut prendre 500 000 ans, mais ça se fait éventuellement.
Mais nous autres, on attache de l'émotion à tout ce que l'on touche au niveau de notre esprit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'est pas mental. C'est pour ça qu'on ne peut pas travailler avec la lumière. On émotionnalise tout. On est des vrais minous. Des vrais petits chats. On est plein de sentiments. Est-ce que c'est la question si elle veut ou si elle peut? Si elle peut. Ah, si elle peut. Il n'y a pas de vouloir dans l'art. C'est du pouvoir. Vous avez mentionné lors d'une conférence précédente qu'il y a des gens qui n'ont pas d'art. Pourriez-vous donner une analogie, un exemple, quelque chose comme ça? Je peux pas donner d'analogie à ce niveau-là, mais je peux expliquer le phénomène dans le sens que les gens qui n'ont pas d'âme, ce sont des gens qui, au lieu de vibrer au niveau de leur personnalité par le biais d'une âme individuelle, Oui. vibrent par le biais d'un corps substitué qui provient d'entités d'autres plans. Autrement dit, un homme, un corps matériel peut être dans un corps matériel. Un corps matériel peut être manipulé énergiquement par une forme, une entité qui est d'un autre plan, qui est d'un plan satanique. Une marionnette, Marionnette. Une marionnette. Ouais. Puis là-dedans, il n'y a aucune conscience. C'est des cas très rares, puis il y en a eu. Il y en a eu durant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Quand un homme est réellement négatif, destructif, parce que je vous ai déjà dit que l'ego est bon. L'ego de nature il est bon. L'ego peut faire des erreurs, peut faire des gaffes, peut reconnaître des erreurs. Il y a des êtres qui sont foncièrement négatifs. Et souvent, ces êtres-là sont prisonniers, sont manipulés, ces hommes-là, ces personnalités-là, sont manipulés par des forces, des entités qui sont dans leur corps et qui servent des plans qui sont totalement de la haute magie noire. Est-ce que ces corps-là, ça juste s'imprègne ou encore Sont toutes au moment de la naissance ou ça arrive à l'âge quelconque? Ça, je peux pas vous répondre ça. Je peux pas vous répondre ça parce qu'en vous répondant ça, je lève les voiles sur la différence entre l'âme et le germe de l'âme. C'est des choses que l'homme ne peut pas savoir tout de suite. Je vous parlerai du germe de l'âme plus tard. Est-ce qu'il y a des âmes groupes? Pas pour l'homme. Pas pour moi. L'âme est individualisée. Les âmes groupes, c'est pour les animaux. Puis quand je vous dis qu'il y a des choses que je peux pas vous dire tout de suite, c'est pour vous empêcher de développer trop d'énergie dans le mental, trop vite. Ça retarderait votre évolution vers le supramental. D'ailleurs, tout est su, anyway. Je suis correct ou pas? Dans ce qu'il y en a à penser. Vous dites ce que vous dites. Non, ben dans ce qu'il y en a à penser. Vous dites ce que vous dites. Puis si je vous dis je suis correct, je vous flatte, si je vous flatte, je vous crée une femme, vous devenez orgueilleux. Peu importe. Malgré vous-même. C'est correct. Je peux pas permettre que vous deveniez orgueilleux malgré vous-même parce que vous avez une intuition puissante qui demande une explication radicale. Des lois de l'évolution et des lois de l'organisation matérielle et atomique de l'âme. Parce que l'ego doit toujours être désengagé de ce qu'il sait. Puis comme vous n'êtes pas désengagé de ce que vous savez, automatiquement, de ce que vous sentez que vous savez, automatiquement, je ne peux pas le développer pour que ça ne fasse pas partie de votre savoir psychologique. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut savoir. Mais il y a une limite à ce qu'on peut dire. Il y a une limite aussi à absorber. C'est ça la grande sagesse qu'on appelle la sagesse.
qui, dans le fond, est le grand discernement. Parce que tout est énergie. Le verbe, c'est énergie. Puis le discernement, c'est bien plus important que la sagesse. Quand je dis que l'homme doit savoir tout, je sais ce que je veux dire. Mais dans le temps, puis avec des moyens qui sont hauts que les moyens de la personnalité. C'est pour ça que je dis tout le temps, la connaissance, c'est une illusion. Parce que quand tu es dans le savoir, tu poses une connaissance. C'est pour ça qu'à ce moment-là, tu n'es pas intéressé à rien. C'est seulement quand tu n'es pas intéressé à rien que tu peux avoir accès à tout. Parce que si tu es intéressé à quelque chose, tu vas faire de ce quelque chose-là une forme de quelqu'un. Plus le savoir est puissant, plus il engendre dans la personnalité à laquelle il est communiqué une vibration qui engendre encore de l'énergie. Je jouis du quelque chose, vous en parlez, puis ça engendre. Ça empêche l'évolution. Puis c'est le mouvement contraire qu'il faut qu'on vive. Jusqu'à temps qu'on puisse vivre le mouvement d'avance d'une façon parfaite, puis sans bloc, sans blocage, sans interférence. Puis c'est la seule chose qui peut aller en contravention avec ça, c'est que, alors, si vous me demandez quelque chose puis je vous réponds pas, vous le demandez puis vous répondez, ça vous reste dans votre tête à vous. Mais ça ne se multiplie pas dans les têtes de tout le monde. Voilà un exemple. Supposons que vous me demandez une question, puis le docteur Albeck est ici. Ça va en faire overtime. Il vient de sortir. Fait qu'ils peuvent me couper avec le docteur Albeck. C'est tout, demain, ça marche. Pauvre docteur Albeck. Ah, il est bien fait. Il se fait oui.